Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On va continuer la lecture depuis la page 268. Il avait des nerfs en pilote. Une situation en partie dit à toutes les pilules qu'il gobait pour maîtriser son pied. Il avait recours aux amphétamines afin de conserver une silhouette assez mince pour le rôle de Michael O'Hara qu'il jouait dans son nouveau film policier. La Dame du Shanghai, c'est une Irlandaise en teint de mort, recherchée en Espagne pour avoir tué un espion de Franco pendant la guerre civile d'Ohara. Était un curieux mélange de marin viril et séduisant et d'homme solitaire et égaré, qui essayait à toute force de devenir romancier. Orson avait attiré Hector à Hollywood à la fin du mois de décembre avec un salaire de $300 par semaine pour qu'il révise à titre confidentiel certains passages du scénario au téléphone pour le convaincre. Il lui avait débité un lien exalté dans lequel il avait établi de douteux parallèles entre la biographie picaresque mais bien réelle d'Hector et celle imaginaire de Michael O'Hara, non content d'avoir engagé son épouse pour le rôle féminin principal. Orson avait mis au générique plusieurs de ses amis de l'ancien Mercury Théâtre, mais aujourd'hui, même ses amis là étaient à deux doigts de se révolter. La production faisait le va-et-vient du nord au sud de la frontière mexicaine, zigzagant entre le Mexique, San Francisco, Acapulco et les studios de Hollywood. Presque tous les acteurs et les membres de l'équipe de tournage avaient contracté diverses maladies intestinales et autres syndromes exotiques à l'occasion de ces déplacements dans le sud. Plus catastrophique encore, peut-être une grève des employés du studio menaçait la fabrication d'un décor essentiel à la plus grande scène du film. Une attraction foraine de bord de mer conçue pour ressembler, en tout cas sur le papier, à un cauchemar surréaliste. Les éléments du décor semblaient davantage sortis de l'imaginaire d'un Bosch que de la tête de Barnum. Pressé par le temps, privé de sommeil par l'angoisse, les comprimés stimulants et les litres du café noir qu'il avait avalé à longueur de journée en guise d'alimentation. Orson risquait de se mettre le syndicat à dos. Il passait désormais ses nuits au studio pour peindre lui-même l'épouvantable décor de son attraction foraine. Ça, c'était le pur Orson Welles, tout fait à sa façon et ignorer les handicaps, les limitations et les mauvais coups du sort pour le transformer en innovation et en solution ingénieuse. Cette fois, cependant, Hector avait l'impression qu'il allait droit dans le mur. Orson s'en rendait manifestement compte puisqu'il avait engagé de l'aide extérieure à ses frais. Hector comme aide de camps officieux et de jeunes femmes pour la réalisation de peintures de l'attraction foraine. Orson lui avait expliqué qu'il avait personnellement recruté ses filles. L'une d'elles était une artiste peintre à part entière, très sérieuse et compétente, mais inconnue. Il lui apportait une aide précieuse pour la conception de ces images abominables. L'autre était, toujours d'après Orson, une pauvre gosse sans talent qui aspirait à devenir actrice. Il s'appelait Bette ou Betty, quelque chose comme ça. Il avait récemment quitté son Massachusetts natal pour tenter sa chance à Hollywood. Orson lui faisait préparer les peintres, nettoyer les pinceaux et peindre les arrière-plans monochromes,
Les tâches ingrates, en somme, avait-il précisé avec un haussement d'épaule. Le bout rejouant de la cigarette de Well et se rapprocha tout à coup de la radio. Billy et moi avons été ensemble à une époque, tu le savais? Non. Étant donné le racisme ambiant et les répercussions possibles d'une telle liaison, Hector n'était pas étonné de n'en avoir jamais entendu parler. C'était quand? Demanda-t-il au moment de Citizen Kane pendant le tournage et un peu après la sortie du film. On s'arrête à la page 269 et à la prochaine vidéo.